Bienvenue dans En toute franchise, le rendez-vous dominical avec le Parisien. Bonjour à tous et bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes député LR, vous êtes surtout, Philippe Juvin, rapporteur général du budget. Donc vous êtes au centre de ce qu'il se passe en ce moment à l'Assemblée, des débats agités, à l'issue incertaine. Aurons-nous un budget à Noël, comme on dit fréquemment? On va aller dans les coulisses avec vous, essayer de comprendre ce qui se joue, notamment aussi sur les mesures qui ont été votées vendredi dernier. Pour vous interroger tout au long de cette heure, Arlette Chabot, bonjour éditorialiste. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour à vous Arlette, bonjour Olivier Beaumont, rédacteur en chef adjoint du service politique. Bonjour. Du Parisien. Vous avez eu l'occasion de recevoir les dernières confidences de Sébastien Lecornu. Hier, c'est dans les colonnes ce matin du Parisien, on va en parler. Julien Arnaud vous interrogera en fin d'émission avec ces questions du tac au tac. Mais d'abord, pour commencer, nous mettre dans l'ambiance, Philippe Juvin, je vais vous poser moi aussi 3 questions qui seront développées tout au long de cette émission. N'ayez crainte, mais oui ou non, de la place où vous êtes à l'Assemblée, est-ce que les débats, d'après vous, les débats au Parlement permettront d'avoir un budget 2026 ? Oui ou non ? Je l'ignore, je l'espère, je fais tout pour. Bon, il faut jouer le jeu, oui ou non ? Mais non, sauf que le monde parfois n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir. LFI lance une pétition contre la limitation drastique des découverts bancaire, c'est une disposition européenne. Est-ce que vous pourriez la signer ? Il faudra que je la lise, mais il faut que les gens puissent avoir un découvert bancaire dans leur vie quotidienne. Donc, plutôt oui. Mais encore une fois, il faut que je le lise. Vous savez, tout ce qui vient de LFI, en général, je me méfie. Sans la demander explicitement, Bruno Retailleau, la semaine dernière, a dit qu'il souhaitait qu'Emmanuel Macron prenne la décision de démissionner lui-même. Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Non, je n'ai jamais été favorable à la démission du président de la République en cours de mandat. Donc c'est non. Merci Philippe Juvin. On va entrer maintenant dans le détail de cette discussion budgétaire qui domine évidemment la vie politique française. Sébastien Lecornu est prudent, c'est à lire dans le Parisien. On peut chuter à n'importe quel moment, dit-il. C'est la politique des petits pas, donc une forme de modestie. On peut chuter à n'importe quel moment, dit-il du gouvernement. Il a raison. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de majorité, donc tout peut arriver. Il peut arriver une motion de censure qui soit votée par une coalition de RN, LFI, socialistes. Oui, c'est vrai. Ouais. Arlette, il y a une question de méthode. Oui, la méthode annoncée par Sébastien Lecornu vendredi, c'est-à-dire de permettre à des ministres de travailler avec des parlementaires, des représentants des groupes parlementaires, pour avancer un petit peu. Est-ce que c'est une manière, si je veux dire, de vider un peu une partie des débats à l'Assemblée? Est-ce que ça peut être efficace? Le président de la Commission des Finances, il n'est pas content parce qu'il dit, Éric Coquerel, ça doit se passer dans ma commission. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode? Écoutez, moi j'ai été une dizaine d'années des parlementaires européens, c'est une assemblée où il n'y a pas de majorité, un peu comme à l'Assemblée nationale actuelle. Comment ça se passe? Les gens discutent en permanence, pas seulement dans la Commission, ils discutent avec l'équivalent du gouvernement qui est la Commission européenne. Donc moi, au contraire, je pense que la seule solution pour arriver à un budget, c'est que les gens discutent 2 à 2, multilatéralement, etc. Sinon, on ne peut pas y arriver. En plus, le gouvernement a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de 49.3, on ne peut y arriver que s'il y a des discussions. Et ces discussions, elles peuvent aussi être en tête-à-tête, parce que c'est normal que le gouvernement tente. Mais le rapporteur du budget que vous êtes va participer aussi, va assister à ces réunions ou pas? Alors, encore une fois, en tant que rapporteur général du budget, moi j'essaye de mettre, pas les gens d'accord, j'essaye de tenir des lignes et d'analyser chacune des propositions qui sont faites. C'est ça aujourd'hui mon rôle, en fait. Oui, parce qu'on se pose la question, pardon, à quoi vous servez? À analyser chacune des propositions que font les députés, en leur disant, si vous faites cette proposition, ça va avoir telle conséquence. Parce que je suis frappé d'une chose, c'est qu'en matière de taxes et impôts, puisqu'on a beaucoup parlé de taxes, on va en parler dans le malheureusement, je m'aperçois que beaucoup de gens sont favorables parfois à des taxes ou des impôts nouveaux, sans se poser la question des conséquences de ces impôts et de ces taxes sur l'activité économique. Or, c'est évidemment fondamental. Il y a toujours une conséquence. Et c'est un de mes rôles. J'ai un deuxième rôle que j'ai essayé de mettre en œuvre, mais en quelques jours. Le problème, c'est qu'on vote un budget en quelques jours. Tout ça, quand même, n'est pas raisonnable. Dans une poignée d'heures et de jours. J'ai vu tout le monde, tous les groupes politiques, du RN au LFI, en leur demandant où sont vos lignes rouges, qu'est-ce que vous voulez, comment on peut arriver à un accord, bref, essayer de construire quelque chose. Compliqué.
compliqué. Revenons quand même sur la méthode. Vous dites qu'il faut que les gens se parlent, et Sébastien Lecornu veut que le débat parlementaire ait lieu, mais le constat il est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il reste encore 2410 amendements à discuter d'ici lundi. Difficile d'imaginer que la partie recette du budget sera adoptée lundi soir. C'est même certain qu'elle ne sera pas adoptée dans les temps. Ça, c'est pas l'échec de la méthode ? Parce qu'à trop se parler, on risque d'avoir un budget qui ne sera peut-être pas voté. Alors, il faut que les gens comprennent qu'il y a deux choses. Le grand paradoxe, c'est depuis 2 semaines, on ne travaille que sur la première partie du budget, qui est la partie des dites recettes, c'est-à-dire les taxes et les impôts. Et la partie sur les dépenses, qui est pourtant fondamentale, et là, moi, j'ai beaucoup de choses à dire, elle n'arrivera qu'après, si elle arrive. Et si la première partie sur les recettes n'est pas votée... Attendez, on va trop vite. Vous dites, il n'y aura pas le temps mardi. Il est prévu que ça soit voté en théorie. Alors vous mardi. dites, ce ne sera pas le cas. On n'aura pas le temps. Donc le vote, il est reporté à quand ? Eh bien, mardi, qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre acte qu'on n'est pas prêt à voter, parce qu'on n'a pas fini l'étude des amendements, comme vous l'avez dit. Donc on va laisser la place dans l'hémicycle aux collègues qui vont discuter de l'autre budget, celui de la sécurité sociale. Et à l'issue de cette discussion, une dizaine de jours, nous allons revenir et reprendre la discussion sur la fameuse partie 1, en espérant aller au bout et peut-être la voter. Mais dans tous les cas, il est hautement probable que nous n'aurons pas pu voter et la partie 1, les recettes, et la partie 2, les dépenses. Et donc tout ça pour ça alors ? Tout ça pour ça, modulo, qu'il y a quand même des débats qui éclairent la future commission mixte paritaire. Pardon, c'est un peu technique, mais il faut quand même expliquer aux gens comment ça va faire. Si l'Assemblée n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget, recettes, dépenses, le texte va au Sénat. Eux ont plus de temps, paradoxalement, parce qu'ils ont commencé, ils ont le texte depuis plus longtemps que nous. Ils vont le voter. Ils vont arriver avec un texte dans une assemblée commune entre l'Assemblée et le Sénat qu'on appelle la commission mixte paritaire, 14 députés sénateurs qui essayent de se mettre d'accord sur un texte. Et donc tout ce qu'on fait là éclaire, je l'espère, le Sénat qui va lui avoir à discuter dans les jours qui viennent. Et c'est la commission mixte paritaire qui devrait accoucher d'un texte, et c'est ce texte, in fine, qui sera proposé au Sénat et à l'Assemblée au vote courant décembre. Mais ce que vous nous avez dit, c'est que de toute façon, faute de temps, la partie recette, elle sera peut-être votée. Peut-être. Alors, adoptée mais pas la partie dépenses. Mais après, c'est l'autre question. Mais pas la partie dépenses. Je ne vois pas comment. D'accord. Et la partie recette, elle va être votée, à votre avis, là, sur le fond. Est-ce qu'elle sera adoptée ? Alors, est-ce qu'il y a une majorité sur la partie recette ? Est-ce qu'elle sera mise au vote ? Il est probable qu'on puisse y arriver, pas dans les temps, mais in fine. Est-ce qu'elle aura un vote positif ? Aujourd'hui, je ne vois pas la majorité qui pourrait la voter. Mais vous utilisez éclairé, mais on a l'impression que vous avancez dans le brouillard, quand même, total brouillard. Alors, c'est quand même rare, c'est-à-dire vous ne savez pas quelles seront les mesures qui seront adoptées. Est-ce que vous aurez le temps d'examiner la partie recette ? Si la partie recette n'est pas adoptée, il n'y aura pas de discussion sur les dépenses, tout ça. Donc, en gros, vous êtes quand même aussi, vous avancez au jour le jour. Alors, on ne sait pas où on va. Alors, il est vrai que je ne sais pas sur quelle copie finale on va arriver sur cette fameuse première partie des recettes, c'est-à-dire les taxes et les impôts. Mais quand même, il y a des débats qui montrent qu'il y a des choses qui sont totalement rejetées. Par exemple, la taxe Zuckman, dont tout le monde parle comme des dingues. C'est fini. Vous dites c'est fini ? C'est fini, on n'en parle plus ? On a voté contre. Alors, donc, à moins que le Sénat, dans un éclair de je ne sais pas quoi, veuille la réintroduire, mais je serais quand même très surpris. La taxe Zuckman, elle peut pas revenir. Donc ça, c'est derrière vous ? Je pense. Et donc ? Ça, vous me disiez, ça sert à rien. Au moins, ça sert à rien. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas la taxe Zuckman, mais il y a l'impôt. Qui a été voté vendredi. C'était quand même une surprise. On reviendra sur le calendrier parce que évidemment il y a beaucoup d'enjeux. Mais il y a l'impôt sur les fortunes improductives. On va en parler. C'est de la justice fiscale ? C'est mieux que la taxe Zuckman ? Alors d'abord, l'impôt sur la fortune improductive, j'ai donné un avis défavorable. J'ai expliqué en quoi c'était déraisonnable, en quoi ça consiste. Vous savez qu'avant il y avait l'ISF qui a été transformé en impôt, en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Et là, ils ont repris l'impôt sur la fortune immobilière, ils en ont refait un impôt sur la fortune, pour faire simple, en y incluant en particulier les contrats d'assurance vie, qui est une folie. Pourquoi ? Mais de tout le monde ? De tout un chacun ? Alors, les contrats d'assurance vie en compte euros. Bon, en général, les Français l'ont en euros, là, dans la majeure partie. Et les produits financiers associés, c'est comme ça que c'est écrit, ce qui ne veut rien dire. Enfin, à mon avis, ce n'est pas suffisamment clair. Donc, je pense que c'est une très grande erreur parce qu'en fait, ça recrée une impôt sur la fortune, ça donne un très mauvais signal. J'ai voté contre, j'ai appelé à voter contre.
l'Assemblée l'a quand même voté. Il y a eu une union, on va dire, RN, socialiste. Et Modem. Et Modem, d'ailleurs, que le bloc central, ça venait du Modem. Ça venait du Modem. C'était un texte du Modem. Mais le bloc central... hors Modem a voté contre. Nous, les LR, on a absolument voté contre. En Marche, les troupes du président ont voté contre. Pourquoi c'est déraisonnable ? Parce que l'assurance vie, c'est d'abord le placement favori des Français. Et je rappelle que l'assurance vie, c'est un des outils qui permet à la France de s'endetter. Puisque les contrats d'assurance vie gagent la dette française. Et donc, je pense qu'on prend un très grand risque. Mais le vrai sujet, c'est qu'on se concentre sur les taxes et impôts tous les jours en essayant d'en inventer une, mais on ne se pose jamais la vraie question. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment, mais c'est quand même très triste, de la dépense. Moi, je crois que nos marges de manœuvre, en fait, elles sont plus sur les taxes et les impôts. On est très élevé. On n'a plus de marge de manœuvre. Il faut arrêter d'augmenter les taxes et les impôts. En revanche, les vraies marges de manœuvre du pays, elles sont sur la baisse de la dépense et sur l'augmentation de la production, c'est-à-dire de la production de richesse. Alors, on va y revenir, mais juste sur... Vous avez dit c'est un attelage spécial, un Modem plus PS plus RN. Oui. LFI, vous les avez sans doute entendus dans l'hémicycle, dénonce un deal entre le Parti socialiste et le Rassemblement national. Il y a eu un deal ? Non, moi j'étais là pour le coup. Cet impôt est absurde, anti-économique et il faudra. Il est dangereux, mais je peux témoigner qu'il n'y a pas eu de deal entre les socialistes et le RN. Ça s'est présenté comme ça. Le RN a essayé d'y inclure ce qu'il appelait depuis des années son impôt sur la fortune improductive, que moi je n'ai jamais compris, parce qu'il y a des gens qui croient que les fortunes des particuliers ou des entreprises, c'est-à-dire leurs économies, sont improductives. Mais, pardon, les gens n'ont pas des coffres avec des billets chez eux fermés à clé. Toute votre fortune, que ce soit vos économies, même votre livret A, est productif. En fait, il entre dans l'économie. Les banques ne gardent pas vos euros entassés en billets dans des coffres. Ils l'utilisent dans l'économie réelle. Donc la fortune improductive, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Pas de deal avec le RN, mais est-ce qu'il y a un deal avec le gouvernement ? Sébastien Lecornu ne cesse de dire à chacune de ses interventions qu'il n'y a pas de deal avec le Parti socialiste. Il le dit tellement qu'on finit par se poser des questions. Chaque semaine, le PS obtient un arbitrage. On a eu vendredi la suspension du gel de l'indexation des pensions de retraite. Donc, une fois de plus, un gain accordé au PS. Alors j'ignore si c'est le fruit d'un deal entre le PS et le gouvernement. Ça vous pose question ? Non. Cette chorégraphie, si on parle mais pas en fait, de deal, cette chorégraphie. Je veux dire, moi je me fiche un peu de savoir si c'est un deal ou pas un deal. Ce que je regarde, c'est la copie finale. Il peut y avoir un jeu non, mais je regarde la copie finale. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a, entre Olivier Faure et Sébastien Lecornu, une forme d'entente privilégiée ? Oui, non. Enfin, d'abord, il n'y a pas d'entente privilégiée, je crois, de Lecornu avec personne. Il essaie de faire avec. Mais je veux ramener les choses à leur sens original. On vote un budget. Le budget, c'est quoi ? C'est un objet économique qui permet au pays de produire. C'est politique. Et si on veut en faire un objet ou moral, comme certains, la fameuse taxe Ukraine, c'est d'abord une taxe morale, enfin qui se veut morale, ou politique au sens partisan, je donne un truc je donne un truc à machin et pas à truc, ça ne peut pas marcher. Moi, je regarde le produit final. Est-ce que le produit final va rendre service aux Français, va nous permettre de nous désendetter, parce que c'est ça le sujet principal, et de produire plus. Amélie de Montchalin annonce un tableau de bord quotidien, Arlette. Quotidien, dépenses, recettes, même si effectivement, vous avez dit, on ne discute pas en même temps de la partie, encore une fois, recettes et dépenses. Est-ce que vous aussi, vous avez une espèce de tableau de bord, vous avez, je ne sais pas, un petit carnet sur lequel vous notez, alors moins 700 millions, plus 2 milliards, moins, etc. Et comment je compense ? Donc, comment on fait dans les familles ? D'un côté, il y a dépenses, recettes. Vous le suivez au jour le jour ? Vous avez aussi votre tableau de bord ? J'essaye de suivre, même pas au jour le jour, quasiment heure par heure, mesure par mesure, ce que ça coûte. Et alors, on en est à combien ? Et alors, en fait, c'est vous dire que l'objet qui est en cours de construction n'est pas adapté, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur la facture totale. Je vous prends un exemple. Monsieur Coquerel, président de la Commission des Finances, a fait adopter un amendement il y a 3 jours, qui taxe les méchantes grandes fortunes internationales et les grandes entreprises, etc. La taxe sur les multinationales. Ouais, c'est ça. Il prétend que ça va rapporter parfois 23, parfois 26 milliards, ce qui est considérable pour que les gens comprennent. C'est considérable. Moi, je ne sais
je me demande ce que ça va rapporter. Je me dis que peut-être que ça va rapporter 0. Non. Donc vous comprenez bien, selon qu'on écoute Philippe Juvin ou Éric Coquerel, la facture du petit carnet dont vous parlez n'est pas la même. Alors là, vous nous confirmez dans l'idée qu'on est dans le flou complet. Mais vous, d'après vos calculs, à vous, alors pas ceux de Coquerel, on arrive à combien de déficit? On arrive à combien de dépenses? Combien de recettes? Alors sur les dépenses, encore une fois, on n'y a pas commencé. Sur les taxes, on arrive à une augmentation importante des taxes. Et donc... Parce que le niveau de prélèvement obligatoire va encore augmenter? Madame Amélie de Montchalin a dit que, selon ses calculs, on était à 45%, plus de 45,2% de prélèvements obligatoires, ce qui est très important, comme vous le savez. Donc oui, il y a une augmentation de la pression fiscale, et c'est pour ça que je ne vois pas très bien comment le budget, cette partie 1, pourrait être votée, parce qu'en fait, elle ne va satisfaire personne. Les LFI vont considérer que c'est pas assez, qu'il faut y aller plus. Nous, la droite, on va considérer que c'est trop. Donc, on risque de ne pas avoir de parti 1 voté. Et ça veut dire surtout que le déficit, là, on a l'air d'avoir oublié totalement qu'il fallait réduire le déficit et être en dessous de 5%. Vous savez à peu près, si on continue sur la même voie, on arrive où ? On arrive aux 5%, on n'est pas en dessous, contrairement aux engagements? Actuellement, on va dire qu'on serait probablement à 4,9 ou 5, ce qui est déjà trop, parce que je vous rappelle que si nous voulons respecter nos engagements d'être à 2,8 ou 2,9 en 2029, il faudrait que nous soyons à 4,6 ou 4,7 dans un an. Pari perdu, engagement. On se rapproche dangereusement des 5, probablement. Malgré tout, le spectacle auquel on assiste en ce moment, c'est que, et vous venez de le dire, il y a peu de possibilités pour que ce budget puisse être adopté dans les temps. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en discussion le scénario d'un recours au 49.3 ? Est-ce que ce n'est pas finalement la vraie solution pour permettre au pays d'avoir un vrai budget qui tienne la route et pas aller sur une loi spéciale ? Non, c'est sûr que, d'abord, pour construire un consensus, c'est ce que voulait le Premier ministre, il faut du temps. Voilà, je vous parlais du Parlement européen. Le temps a été donné. Bon. Oui, sauf que le temps, vous savez, je crois que j'ai eu le budget un samedi ou un dimanche, et il fallait que nous déposions les amendements le mercredi. Je sais pas, je trouve que ces conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Donc là-dessus, vous rajoutez une couche, c'est que nous n'avons pas l'habitude des compromis en France. Ça fait partie de notre absence de culture politique. Donc tout ça est très compliqué. Moi, je pense, le Premier ministre a dit pas de 49.3 parce qu'il a voulu jouer la carte du consensus, mais je pense que c'était une erreur. Je pense qu'en fait, les conditions d'une telle recherche de consensus ne sont manifestement pas remplies. Ce serait une sagesse de sa part Mais est-ce qu'il peut revenir en arrière politiquement, je ne sais pas. En politique, c'est toujours possible. Il faut lui demander. Je pense. En tout cas, rapporteur général du budget, vous l'enjoignez à aller dans moi, je n'enjoins personne. Chacun est responsable de ses actes. Mais en tout cas, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas dit je me coupe un bras en me retirant une possibilité d'action. Voilà. Il s'est affaibli. En tout cas, il s'est donné un outil en moins pour parvenir au vote d'un budget. Maintenant, le match n'est pas terminé. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la commission mixte paritaire. Nous allons avoir un texte. Il y aura un texte, il ne faut pas que les Français s'inquiètent, il y aura un texte avant le 31 décembre. Et ce texte, soit il sera voté par l'Assemblée et le Sénat, soit il sera rejeté par l'Assemblée. Dans ces cas-là, le gouvernement aura à sa main ce qu'on appelle la loi spéciale, comme l'année dernière, vous vous en souvenez. Donc un mauvais budget à l'arrivée, donc soit une loi spéciale, et donc on revient au budget de l'année dernière, soit un texte qui est adopté, mais un texte de transition et un budget sans ambition. Alors est-ce qu'on peut vivre, la question que vous posez en fait en creux, c'est est-ce qu'on peut vivre pendant un an avec une loi spéciale ? Alors techniquement oui. Politiquement, ça me semble compliqué parce que du coup l'action publique est bloquée. La loi spéciale, ça consiste grosso modo, et encore on est que sur le budget de l'État, de dire les investissements de l'année dernière, on va probablement pouvoir continuer à financer ceux qui sont en cours, mais probablement pas de nouveaux. Donc ça signifie que l'action publique est un peu paralysée. Et je vous rappelle une chose, c'est qu'un certain nombre d'agences, ça doit être Moody's ou Fitch, en tout cas une des deux, notent pour la moitié de la note les États en fonction de leur capacité à mener les réformes, à bien gouverner, etc. Donc ça va probablement dégrader notre... Et ça coûte de l'argent de ne pas avoir de budget ? Alors, est-ce que le fait... On est en train de chiffrer ça, mais en fait, il y a deux sujets. Sur le budget de l'État, on est en train de le chiffrer. Probablement, ça coûte un peu d'argent. Mais le vrai sujet, il est plutôt sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle, c'est que s'il n'y a pas de loi dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, vous avez une réévaluation automatique
des dépenses. Retraite, minima sociaux, etc. Donc là, vous augmentez la dépense sans augmenter les recettes. On pourra probablement arriver à, en tout cas, plus de 5 de déficit. Donc les Français seront donc les grands perdants de cette séquence, quoi qu'il arrive. De toute façon, les Français sont toujours les perdants quand on augmente les impôts, quand on ne les baisse pas et quand on ne baisse pas les dépenses. Même quand il y a une loi spéciale. Maintenant, je pense qu'il y a une piste qu'on ne creuse pas suffisamment sur la baisse des dépenses. Une partie de la baisse des dépenses, on peut l'obtenir par le budget. J'aurais aimé justement qu'on puisse en parler, pas seulement à l'Assemblée, mais peut-être dans cette émission, mais aussi probablement par voie réglementaire. L'hyper-réglementation qui est liée simplement aux règlements, aux décrets qui sont pris par les ministres est source en elle-même. Alors vous allez nous expliquer tout ça, on va prendre le temps, parce que ça nécessite que vous soyez pédago, comme on dit, là-dessus dans un instant évidemment, et puis on va revenir sur par exemple le gel, le renoncement au gel des retraités. Est-ce que Sébastien Lecornu a eu raison? Et puis, est-ce que l'air est dans l'opposition ou pas? À vous entendre, c'est pas très clair. À tout de suite. Dans un instant, Philippe Juvin, rapporteur général du budget, vous nous direz comment on peut baisser les dépenses si jamais la partie dépenses ne pouvait pas être adoptée à l'Assemblée. Mais avant cela, revenons sur le calendrier. Si la partie recettes était rejetée, il pourrait y avoir une motion de censure. Le gouvernement, dans le fond, il est encore en sursis potentiellement de quelques jours. Il peut chuter dans quelques jours. Non, mais d'abord, moi, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Je crois que le Premier ministre l'a dit lui-même. Nous sommes ça peut dérailler à tout moment. Oui, voilà. Donc c'est vrai, il n'y a pas de majorité. À partir du moment où il n'y a pas de majorité, n'importe qui peut déposer une motion de censure et elle peut être votée. Est-ce que c'est bien pour le pays? Moi, je dis à ceux qui veulent voter une motion de censure, attention, malheur à celui qui amène le chaos. La motion de censure, c'est plus le gouvernement en pleine discussion budgétaire. Je pense que c'est un danger politique, c'est un péril qu'on fait courir à la France. Arlette ? Oui, on revient sur une annonce du Premier ministre vendredi. On va dire la discussion continue. Et il a annoncé effectivement qu'il acceptait le dégel des pensions de retraite et effectivement d'un certain nombre de prestations sociales. Bon, alors c'est peut-être que au fond c'est une attitude réaliste parce que ce gel des retraites n'aurait sans doute pas été voté par l'Assemblée. Mais est-ce que vous pensez que c'était quand même une bonne nouvelle et une bonne décision? Non, moi je suis contre tout ce qui augmente d'une manière directe ou indirecte d'ailleurs la pression fiscale sur les Français. Et je pense encore une fois que nos marges de manœuvre réelles, elles sont sur la baisse de la dépense. Il faut arrêter de taxer directement ou indirectement les Français. Il faut baisser les dépenses. Est-ce que vous auriez voté le gel des pensions de retraite tel qu'il était initialement dans le texte? Non, mais moi j'ai même voté pour qu'il y ait une indexation des retraites. D'accord. Voilà, ouais. Donc le contraire. Donc je ne veux pas augmenter la pression fiscale, que ça soit sur les salariés ou sur les retraités. Donc c'est en tout cas sur ceux qui travaillent ou sur ceux qui ont travaillé. Il l'a annoncé, le Premier ministre, comme un cadeau, comme une concession aux socialistes. C'est un vrai faux cadeau, en fait. Non, ça signifie qu'il vous savez, parfois on peut être d'accord avec les socialistes. Si les socialistes veulent qu'on indexe sur l'inflation les retraites, là je suis d'accord avec eux. Et sur les prestations sociales ? Sur les prestations sociales, il a annoncé, le Premier ministre, le dégel, c'est ça, l'absence d'année zéro. Donc, si j'ai bien compris, on va avoir une absence d'année blanche. Il renonce à l'année blanche. C'est de l'ordre de 900 millions à 1 milliard, si j'ai bien calculé. Donc c'est 1 milliard de plus à trouver. À trouver sur quoi? Sur la baisse de la dépense. Il faut qu'on baisse les dépenses. Voilà, qu'on baisse les dépenses. Sur les retraités, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une posture électoraliste? On sait que c'est un électorat qui se déplace aux urnes, qui souvent d'ailleurs peut voter majoritairement plutôt vers la droite. Est-ce que c'est compliqué de toucher dès qu'on parle de toucher aux pensions de retraite des retraités, on sent que politiquement parlant, on est sur un volcan qui est très compliqué à gérer pour la classe politique. D'abord, tout est compliqué. Tout est compliqué en politique. Je me répète. D'abord, je pense que les gens qui travaillent et ceux qui ont travaillé, il faut les préserver. Deuxièmement, je le répète... Les retraités ne sont pas forcément les moins bien privilégiés, les moins bien lotis en ce moment. Je suis d'accord. Enfin, dans une situation où le pays s'appauvrit en général, personne n'est très bien loti aujourd'hui. Notre position... Non, mais tout le monde doit faire sa part d'effort aussi. Mais la part d'effort, vous savez, qui doit la faire, c'est l'État. C'est l'État qui doit faire sa part d'effort. Il ne la fait pas.
On va en parler, mais je vous donne seulement ce chiffre sur lequel on va revenir. Le nombre d'enfants baisse depuis 10 ans dans les écoles. Le nombre d'écoles ferme. C'est vrai que là et là, ici et là, il peut manquer des professeurs. Mais globalement, le nombre baisse. Eh bien, le nombre d'enseignants, de fonctionnaires de l'éducation nationale augmente. C'est absurde. Plus 5800 postes l'année prochaine, alors que le nombre d'enfants baisse. Il y a un moment où il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à baisser cette dépense. C'est ça le vrai sujet. Parce que si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? Chaque année, si on ne baisse pas la dépense, chaque année, ça va être de plus en plus difficile. Et on va prendre d'abord un peu aux retraités, puis un peu aux machins, puis un peu aux trucs. Et en fait, on ne va pas y arriver. On asphyxie le pays. Oui, mais enfin, vous faites voter des dépenses. Quand LR fait voter, par exemple, la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Mais c'est quoi le but ? Le but, c'est que... Non, mais donc, il y a des dépenses que vous validez, puis il y en a d'autres, le nombre de fonctionnaires sur lesquels vous tapez. Non. D'abord, on ne tape sur personne. On dit simplement qu'il y a moins d'enfants à l'école, donc il paraît logique qu'il y ait moins de professeurs. Excusez-moi, c'est quand même... Quand il y a plus de personnes âgées dans les EHPAD, il est normal qu'on paye plus de gens pour aller dans les EHPAD. Et bien, quand il y a moins d'enfants dans les écoles, il est normal qu'on ait moins de gens pour aller dans les écoles. Sur les heures supplémentaires, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Parce que comment on rétablit l'équilibre public ? Finalement, soit vous augmentez, c'est assez simple, hein, les impôts et les taxes. Moi, je pense que c'est une grande erreur parce qu'on est déjà au max. Soit vous baissez les dépenses, soit vous augmentez la quantité de travail fourni qui produit des richesses. Les heures supplémentaires défiscalisées, ça produit des richesses. Il faut produire plus de richesses. On suit votre logique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche au pacte Dutreil ? Rappelons rapidement à nos téléspectateurs, hein, c'est ce dispositif qui permet aux grandes fortunes et aux entreprises familiales d'être exonérées d'une certaine partie de droits de succession. La Cour des comptes a pointé un certain nombre d'abus. En 2024, le pacte Dutreil aurait permis à l'État, enfin pas permis à l'État d'empocher 5,5 milliards d'euros. Il y a des abus qui sont clairement dénoncés. Vous êtes contre la remise en cause de ce pacte. Pourquoi ? Alors le pacte Dutreil, pour que les gens comprennent, c'est une loi, c'est une des lois intelligentes qui a été votée dans ce pays, qui permet de s'assurer que quand un chef d'entreprise transmet son entreprise dans un cadre proche, familial, en fait, il ne paye pas ou peu de droits de succession. C'est ça qui permet de sauvegarder l'emploi familial en France. Mais il y a eu des abus. Écoutez, non, la résidence secondaire, par exemple. Il faudra qu'on lise le rapport de la Cour des comptes, parce qu'aujourd'hui, on a des articles... quand même, le rapporteur général du budget, il faut lire le rapport de la Cour des comptes. Attendez, le rapport de la Cour des comptes, on a des éléments très préliminaires, il va falloir qu'on se plonge dedans et qu'on le regarde attentivement. D'ailleurs, je rappelle que dans le projet de loi de finances du gouvernement, il n'y a aucune mesure sur Dutreil. Ça montre bien que ce n'est pas aussi évident que ça. Il n'y a que des députés qui arrivent en disant les méchants patrons, il faut les taxer plus. Moi, je vous dis que d'abord, les patrons ne sont pas méchants, et ensuite, il ne faut pas les taxer plus. Dutreil, ça permet de sauvegarder les entreprises familiales. Un emploi sur deux dans un certain nombre de territoires, ce sont des entreprises familiales. Vous êtes contre chasser les abus ? Pourtant, je suis pour chasser tous les abus, sauf qu'on habille, c'est le coup est toujours classique, on habille sous l'idée d'un abus de quelques-uns, on jette l'opprobre général et on veut en réalité casser un outil qui fonctionne bien. Je vous rappelle que d'ici 2035, une entreprise familiale sur deux va être transmise. Donc, si vous n'avez pas des outils qui favorisent la succession des entreprises familiales, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont être défaites, elles vont pour certaines mourir et être rachetées par des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire des entreprises internationales. Dutreil, c'est un outil de souveraineté économique. Donc, pas touche au pacte Dutreil, c'est bien clair, Olivier. Alors, tout à l'heure, vous avez fait remarquer effectivement qu'on n'aura peut-être pas la possibilité du Parlement, en tout cas, de discuter l'Assemblée du volet effectivement dépenses. Donc, on verra bien. Mais vous dites, c'est pas la peine de passer par le Parlement pour réduire les dépenses. Comment on fait alors ? Non, je vous dis qu'il y a deux manières de baisser la dépense. Il y a une manière législative que j'espère bien discuter. Je vous ai parlé des enseignants. Baisser, par exemple, le nombre de personnes dans l'éducation nationale parce qu'il y a le nombre d'enfants qui baisse. Mais je veux dire qu'il y a aussi une partie de la dépense publique qui est très élevée en France et qui est probablement due à la conséquence de mesures qui ne sont pas de nature législative, qui sont des mesures de nature réglementaire. Je vous donne un exemple. Quand les décrets ou les arrêtés qui sont pris par les ministres, ou même tout l'écosystème gouvernemental très décentralisé. Ils vous mettent des règles très, très importantes qui modulent l'activité économique et sociale, et ces règles conduisent à une dépense supplémentaire. Si je vous dis, par exemple, que dans une crèche, il vous faut prévoir, 4 mètres carrés par enfant qu'on accueillera,
il est évident que si je vous fixe désormais une règle en vous disant il n'y a plus besoin de 4 mètres carrés par enfant, mais simplement 3 mètres carrés par enfant, bien vous divisez par 25% le prix de la crèche que vous allez construire et donc la dépense publique. C'est ça que je veux vous dire. Il y a un grand nettoyage à faire sur la dépense publique lié au caractère réglementaire. Parce qu'il y a une chose que je veux absolument vous dire, c'est qu'on a un fantasme en France pour baisser la dépense publique. C'est le fantasme de la grosse fuite. Il y aura une grosse fuite quelque part. Il n'y a pas une grosse fuite quelque part. Il y a des centaines de milliers de petites fuites d'argent public. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de baisser la dépense publique, parce que c'est un travail microscopique à faire comme l'ont fait d'autres pays. La Suède, le Canada, ils y sont arrivés. Ben nous, il faut qu'on le fasse. C'est un problème de volonté politique ou de méthode, parce que c'est un problème ligne par ligne. C'est un problème de méthode. Le Canada, du Premier ministre Chrétien, ils ont pris ligne après ligne toutes les dépenses de l'État et ils ont dit où peut-on faire un effort. Et en fait, chaque fois, on gagnait un tout petit peu, mais la somme des petits peu a fait une grosse somme. En fait, encore une fois, je me répète, le mythe de la grosse fuite d'argent public qu'il conviendrait de colmater, ça serait fait, ça n'existe pas. Il y a des multiples centaines de milliers de petites fuites à colmater. En attendant, dans le projet de la sécurité sociale qui arrive demain en séance, vous êtes, on rappelle, professeur de médecine. Les arrêts maladie coûtent plus de 9 milliards. C'était le chiffre de 2023. La Commission des affaires sociales a limité les prescriptions en ville pour les arrêts maladie, donc à 15 jours, entre autres. Vous êtes pour ? Ça veut dire que il faut mettre la bride sur le cou des médecins et les empêcher de faire des arrêts maladie abusifs. Eux, ils abusent ? Non, il y a plusieurs choses. D'abord, ça n'a pas été adopté puisque vous savez que le budget a été voté, il était totalement rejeté. Donc, finalement, le budget de la sécurité sociale a été rejeté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation des arrêts maladie. Il y a probablement des abus. Il y a, moi je pense qu'il aurait fallu travailler sur les jours de carence. On a vu à une époque, quand on a mis des jours de carence, on a eu une diminution des arrêts maladie. Mais il y a une troisième commentaire que je voudrais faire, et je n'ai pas la réponse, mais je vous la livre. C'est que quand vous regardez avec un peu de hauteur l'augmentation des arrêts maladie, on l'observe dans tous les pays développés. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Rapport au travail ? Rapport au travail. Il y a même des gens qui ont fait l'hypothèse, alors on rentre dans absolument pas prouvé, qu'un certain nombre d'agents infectieux chroniques, on connaît le Covid, mais il y a la grippe, etc. Il y a peut-être des phénomènes en fait de long terme qui affectent épidémiologiques, qui affecteraient les capacités de concentration, de travail des uns et des autres. Vous savez, vous avez entendu parler du Covid long, les gens qui ont un brouillard cérébral. Mais en fait, on se pose la question de savoir si ça ne serait pas en réalité valable pour tous les agents infectieux, y compris la grippe, qui auraient des effets longs. Et moi, quand j'ai commencé médecine il y a très longtemps, on m'avait expliqué, ça y est, on a vaincu les maladies infectieuses. C'était fini. En fait, non. Et il est probable que les maladies infectieuses ont des effets chroniques, inflammatoires, très importants. On sait par exemple que probablement un cancer sur 4 aujourd'hui est d'origine infectieuse. Donc il y a toute une épidémiologie, y compris sur la médecine du travail, qu'il faut revoir. Voilà. Olivier Juvin, sur le plan plus politique, on a du mal à comprendre, à voir aujourd'hui où se situe LR. Votre président Bruno Retailleau appelle à de nouvelles élections, à une nouvelle élection présidentielle. En même temps, on voit bien qu'il y a 6 ministres LR dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Alors, alliés ou opposants ? On est membre du gouvernement, on fait partie d'une coalition, indéniablement. Moi, je pense que ce que dit Bruno Retailleau, c'est qu'il prend acte que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de majorité. Attendez, quand on écoute Bruno Retailleau, on n'est pas... Oui, mais moi, vous me posez la question à moi, donc Philippe Juvin, je vous réponds. C'est personnel ce que vous dites, parce que c'est pas le parti. Non, on a des ministres au gouvernement. Oui, mais ils ont été suspendus. On a des ministres au gouvernement. Le rapporteur général du budget... Le plus important, c'est qu'ils soient au gouvernement, pas qu'ils aient été suspendus, alors. Le rapporteur général du budget... Vous parlez de vous à la troisième personne. Fait partie. Non, mais c'est pas ça. C'est que le président des affaires sociales, institutionnellement, il est dans l'opposition, et le rapporteur général du budget, il est dans la majorité. Donc c'est ça que je vous dis. Non, je considère que nous sommes dans une coalition. Peut-on parler de majorité ? Évidemment, il y a une difficulté. Aujourd'hui, la majorité, elle est fluctuante. Regardez l'IOT, le groupe central. Celui de M. de Courson, sont-ils dans la majorité, sont-ils de l'opposition ? Ils ont un ministre des Relations avec le Parlement. Donc moi, j'estime que nous avons un rôle, nous les LR, de stabilisation du pays, et c'est pour ça que nous participons à l'action gouvernementale. Vous avez devant vous
le premier député LR qui a demandé avant même, dès l'élection présidentielle de 2022, à ce que nous soyons au gouvernement, parce que je crois que nous avons un rôle de stabilité. Oui, mais on a dit que vous étiez très macronisé quand même, c'est quelque chose d'aussi personnel. J'ai l'impression que c'est une maladie. Non, mais en même temps, quand Bruno Retailleau dit « je ne regrette pas d'avoir quitté le gouvernement », en fait, j'avais raison quand je vois ce qui se passe. Franchement, il ne faut pas y siéger. Et vous nous dites « si, on est on soutient Sébastien Lecornu ». Mais nous sommes membres du gouvernement. Enfin, c'est compliqué. Oui, mais enfin, Madame Genevard, elle est membre du gouvernement. Oui, mais elle a été suspendue de LR. Enfin, elle est suspendue. Donc vous nous dites, mais la suspension, ça n'a pas de sens. En fait, elle est toujours LR. Elle a été suspendue des instances dirigeantes, mais elle est toujours membre de LR. Elle n'a pas été exclue, mais quand même. Écoutez, j'ai été exclu est-ce que j'ai été exclu de LR? Pour être rapporteur général du budget? Est-ce que je suis le président de la fédération LR des Hauts-de-Seine? Oui. Voilà. Nous disons, nous LR, qu'aujourd'hui, participer au chaos en créant les conditions d'une motion de censure, puisque c'est ça la vraie question. Oui. Est-ce que ça serait une erreur majeure pour la stabilité du pays? Ça veut dire que je ne jouerai pas à la motion de censure. Ça veut dire juste un mot. Ça veut dire que les LR devraient voter, par exemple, le texte du budget, par exemple. Pas n'importe lequel, mais personne ne votera n'importe quel texte. Nous voterons un texte qui baissera la pression fiscale sur les Français, ou tout au moins qui ne l'augmentera pas. Mais qu'est-ce qui va se passer en vrai? Il va y avoir une commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs. Le texte qui va sortir va plutôt être un texte à connotation LR, puisque nous sommes plutôt en majorité dans la commission mixte paritaire. Alors, on avance, Julien Arnaud va nous rejoindre dans quelques instants. Comment tout cela va-t-il se traduire dans la perspective de 2027 ? À chaque sondage, on voit bien que l'ensemble des candidats putatifs du socle commun, aujourd'hui, personne ne se dégage vraiment. Édouard Philippe est devant, mais il perd des points à chaque fois. Selon un dernier sondage là. Exactement. Le scénario aujourd'hui, c'est que s'il y a des candidatures éparpillées, c'est un second tour, Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon-Bardella. Est-ce que vous êtes partisan d'une primaire du socle commun? Et jusqu'où pourrait aller cette primaire? Est-ce qu'elle pourrait aller jusqu'à Sarah-Knafo, comme le demande Laurent Wauquiez? Mais moi, j'ai toujours été partisan d'une primaire, donc c'est pas nouveau. Je vous dis une chose, vous savez, je regarde les choses telles qu'elles sont et j'en tire des leçons. Je réfléchis pas dans l'abstraction. Comme vous avez une droite Rassemblement National très forte et une gauche LFI très forte, si au milieu, y compris les LR, chacun y va. Si vous avez Retailleau, Wauquiez, Bertrand, Lisnard, Philippe, Attal, mais je peux en mettre plein, voilà. Darmanin, etc. Et des gens qui sont tous de qualité, objectivement, ils sont tous bien, les gars. Bon. Mais s'il y en a 2 ou 3 qui y vont, en fait, nous ne sommes pas au second tour. C'est une question d'arithmétique minimale. Donc oui, si vous me posez la question, faut-il... Alors, le mot primaire, moi je l'utilise très tranquillement. Faut-il une primaire? Oui, je pense que c'est indispensable. Vous entendez? Indispensable. Et je veux même dire une chose, on la fera forcément, même si les gens ne sont pas contents. C'est-à-dire comment? Il y aura quelque chose qui va organiser ça. Parce que si on ne le fait pas, si on ne la fait pas, eh bien, nous ne sommes pas au second tour. Alors, je n'utilise pas le mot primaire parce que c'est quasi freudien. À droite, quand on utilise le mot primaire, ça nous a fait perdre. C'est pas ça qui nous a fait perdre. Ce qui nous a fait perdre, c'est bien autre chose. Je vous dis simplement, ou plus exactement, à ceux qui disent je ne veux pas de primaire, je leur dis d'accord, comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas 3 ou 4 candidats du bloc? Vous pensez qu'il va y avoir, Julien Arnaud va nous rejoindre sur le plateau, il va vous interroger, il y aura une logique d'entonnoir, par exemple au vu des sondages, et qu'à la fin, il y aura une forme d'abnégation de toutes ces ambitions aujourd'hui affichées qui laisseront la place au mieux positionné. Ça, c'est une thèse qui est parfois défendue par certains qui disent on ne veut pas de primaire, mais vous allez voir, les sondages vont départager naturellement les gens. Et moi, je leur dis bon. J'ai souvenir que M. Hollande, qui était à 5% avant, un an avant, j'ai souvenir de François Fillon au début de la primaire qui était derrière. En fait, il y en a toujours un qui vous dira non, mais attendez, je suis à 7%, mais. La campagne, vous allez voir la campagne que je vais faire, et je vais remonter. Il en suffit d'un. Vous savez, il suffit d'une Taubira pour que Jospin ne soit pas au second tour. Il suffit d'un Chevènement pour que Jospin ne soit pas au second tour. Il faut méditer sur l'histoire. Nous apprend beaucoup de choses, on ne la regarde pas. Donc une primaire pour départager tous ces ambitions. Un outil de départage, je vais le dire comme ça je ne fâche personne. À la Gérard Larcher.
un outil de départage. Julien Arnaud, bonjour à vous. Bonjour. Julien, vos questions du tac au tac. Bonjour Philippe Juvin, réponses les plus courtes possibles, s'il vous plaît. C'est difficile pour moi. Bon, allez-y. Chine, le géant chinois du e-commerce, retire de sa vente en ligne des poupées à caractère pédopornographique. Vous avez bien entendu, pédopornographique, au moment où l'enseigne doit s'installer dans le grand magasin, le BHV. Boycott plus que jamais. En tout cas, la Chine, c'est la principale source d'inquiétude pour l'économie européenne. Et l'année prochaine, 6,5 milliards de colis chinois vont arriver. Et cette enseigne dans un grand magasin parisien ? C'est un vrai sujet, parce que c'est un cheval de Troie pour des prix totalement cassés. Donc vous y êtes opposé ? Oui, bien sûr. Je reviens un instant sur un propos que vous avez tenu pendant l'émission concernant cet impôt sur la fortune improductive. Vous avez dit absurde, anti-économique, déraisonnable. C'est ce qu'ont dit les députés. J'ai retrouvé que cet article avait été voté à plusieurs reprises par les sénateurs. Alors ça n'avait pas résisté à la navette parlementaire, mais DLR, au Sénat le vote, et à l'Assemblée non. Où est la cohérence ? En tout cas, moi, je l'ignorais. Donc je vais être très vigilant en commission mixte paritaire. Et je vous le dis très clairement, aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas, la fortune improductive. À part les lingots d'or que vous avez dans votre coffre, ça c'est probablement improductif, sauf quand vous le vendez, d'ailleurs vous créez quelque chose. Mais les assurances-vie, c'est productif. Et vous serez vigilant sur ce qu'en feront les sénateurs, donc si j'entends bien. Mais je pense que ça ne doit pas être la majorité des sénateurs. Vous étiez très mobilisé, Philippe Juvin, au moment de la crise du Covid, en tant que chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Tiens, aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce qu'il y a de nouvelles vagues en perspective ? En perspective, oui, puisque très régulièrement, nous avons des vagues de maladies infectieuses, j'en parlais tout à l'heure. Oui, bien sûr, très régulièrement, il faut se faire vacciner, c'est pas fini. Donc vaccination, Covid. Bien sûr. Et grippe. Le combo des deux. Oui. Rachida Dati, pour vous, c'est la meilleure candidate pour faire gagner la droite à Paris ? Je pense, oui. Ouais, vous lui dites quoi ? Bonne chance. Vous êtes ce qu'on appelle un fidèle sarkozyste. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ancien chef de l'État incarcéré depuis presque 2 semaines à la prison de la Santé ? Non, j'en ai aucune. Mais je reste admiratif de ce que le président Sarkozy a fait au moment de la très grande crise économique qui aurait pu nous emporter à la fin des années 2000. Dans votre parti, Philippe Juvin, certains pensent que l'alliance avec le Rassemblement national sera inévitable. Qu'en dites-vous ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ce qui est inévitable, c'est les combats qu'on ne mène pas. Et c'est pour ça que nous devons faire en sorte d'avoir un candidat au second tour. Sinon, effectivement, là, pour le coup, vous avez perdu. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'ambiguïté, quand même, dans votre parti par rapport à cette union des droites ? Je trouve jusqu'au Rassemblement national, pas seulement jusqu'à Saint-Raphaël. Écoutez, moi j'ai toujours eu un candidat RN contre moi, donc je suis très tranquille. Et la plupart des députés LR aujourd'hui qui siègent à l'Assemblée ont été élus contre un candidat du Rassemblement national. Donc c'est un peu gros de venir nous parler d'ambiguïté. En revanche, quand le PS flirte avec LFI, alors qu'il y a manifestement de la détestation très importante, on la sent physiquement, c'est curieux, personne ne va chercher le PS. Vous dites quoi alors ? 2 poids 2 mesures ? Dans les commentaires qui sont faits, oui, je suis assez d'accord. Vous savez, il faut regarder les choses en face. Encore une fois, je vous le répète, la majorité des députés LR ont été élus dans des conditions très difficiles contre des candidats du Rassemblement national. C'est un fait. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Alors, à part dans votre département, au municipal, vous ne croyez pas qu'il va y avoir des alliances ? Vous ne les voyez pas se nouer déjà ? Non. Il y aura probablement des alliances avec le bloc central, mais je ne vois pas d'alliance significative avec le Rassemblement national. En tout cas, je ne connais pas suffisamment la situation des 36 000 communes de France. Dernière question, Olivier. Et dans le cas d'un scénario en 2027, d'un second tour Mélenchon-RN, qu'est-ce que fera le LR ? Est-ce que c'est pas là que justement la tentation sera forte ? Vous avez raison, c'est bien le danger. Moi, je vais vous dire, si LR devenait, une partie de LR devenait allié du RN, le risque, ce serait que nous devenions le petit parti inutile, et nous perdrions une partie de ce que notre mission, en particulier, je pense à l'économie et à la nécessité d'avoir un pays qui continue à compter dans le monde. Vous disparaîtriez, quoi. Vous seriez un probablement, parti supplétif du Rassemblement national. En même temps, les électeurs aussi vont toujours du côté du plus fort. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, les cotes de Marine Le Pen, Jordan Bardella, les scores qui sont annoncés pour le Rassemblement national, il y aura une tentation peut-être de vos électeurs de se dire, si on veut gagner, si la droite veut gagner, il faut aller du côté du Rassemblement national.
Vous avez raison, c'est un risque. Moi, mon hypothèse. Efficacité, mon hypothèse est un peu différente. Je crois, si vous voulez, que les Français sont beaucoup plus intelligents et attentifs aux réalités des choses. Ils veulent de l'ordre dans la rue, et évidemment, aux frontières, évidemment, mais ils veulent aussi de l'ordre dans les comptes publics. Et je pense que nous devons apparaître comme le parti des gens sérieux. Voilà. C'est pour ça que je pense que les LR ont encore une carte à jouer, à condition que nous restions le parti des gens sérieux avec une colonne vertébrale. C'est pour ça que je m'oppose à l'augmentation de la taxation et que je veux une baisse des dépenses et une augmentation de la production en France. Eh bien, il vous reste quelques mois pour en faire la preuve. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été avec nous dans Toute franchise. Merci Olivier, bien sûr Arlette et Julien Arnaud. On va vous retrouver tous les deux de toute façon sur l'antenne.